Donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous. Donc, ça va, vous arrivez à voir à peu près? Il y a un peu de reflet. Ça va? Ça va, ouais. Sur la méthode que j'utilise avec ce que j'appelle mes étudiants de deuxième année, mais en fait c'est un peu vague, mais qui sont en fait des étudiants A2, parce que dans certaines universités en fait c'était plutôt des étudiants de troisième année. Ça dépend bien sûr du profil des cours. Une méthode que j'ai commencé à mettre en place à l'Itsumeikan, maintenant ça doit faire 12 ans, 13 ans, et que j'ai travaillé petit à petit en changeant beaucoup d'universités en plus, donc, avec des publics différents. Et puis ce qui est nouveau pour moi cette année, c'est que je suis en train de travailler sur un manuel qui mette sur du beau papier glacé toutes les choses auxquelles j'ai travaillé pendant toutes ces années. Et j'espère que ce sera aussi pour nous l'occasion de discuter de comment vous gérez en fait les classes de deuxième année. Parce que pour moi, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai d'abord été l'assistant de Bruno Vagneux à l'université de Kobe. Et j'étais son assistant sur des cours de première année. Il m'a formé. Et quand ensuite j'ai volé de mes propres ailes, à l'Itsumeikan, les classes de première année, ça n'a jamais été un souci en fait. Parce que je savais comment les gérer, j'avais l'habitude. Et par contre, quand je suis arrivé à l'Itsumeikan, je me suis retrouvé avec des classes de deuxième année. Et ça allait pas en fait. Je me souviens très bien pas du premier cours, parce que le premier cours, j'avais fait une espèce de révision sur les présentations, etc. Donc c'était plutôt bien passé. Mais à l'époque, on utilisait Taxi. Je ne sais pas si des gens ont connu. Voilà. Et c'est pas contre Taxi du tout, hein, mais non, c'est vraiment pas pour manuel, mais je me souviens très bien le deuxième cours, il y a la leçon, on lit le texte ensemble, et je commence à poser des questions dessus, et je vois bien qu'ils s'ennuient, mais comme c'est pas possible, quoi. Et ça somnolait, et je voyais qu'en fait, ils s'amusaient pas, et je m'amusais pas aussi, et en fait, pendant le cours, je leur ai dit, écoutez, on va arrêter, parce que je veux bien que ça vous ennuie, on va pas se torturer tous ensemble. Et je leur ai dit, allez, on va faire des groupes. Et c'est vraiment le truc qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Vous allez dessiner une publicité pour un produit, n'importe lequel, par groupe, et après, vous allez le présenter devant la classe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fonctionnait super bien. Ils se sont amusés, ils ont fait leur présentation. J'étais même pas à cette époque vraiment sur la question du niveau de français, de ce qu'ils allaient apprendre, c'est juste que le moment de classe était devenu agréable. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à mettre en place en fait des cours qui étaient tournés autour d'activités. Donc d'avoir chaque cours une activité les plus variées possibles, que je faisais faire généralement par 4 parce que je trouvais que ça fonctionnait bien. Et j'ai complètement laissé tomber le manuel et j'ai pas mal tâtonné. Je me suis rendu compte qu'il y a des activités qui marchaient bien, d'autres qui marchaient pas. Et j'ai petit à petit réussi, je pense, à affiner en fait le type d'activité qui fonctionnait et pourquoi elle fonctionnait. Et j'ai fait une espèce de diagnostic, si vous voulez, de pourquoi en fait le manuel de deuxième année en fait fonctionnait pas dans mes classes. J'ai l'impression que les élèves, quand ils arrivent en deuxième année, en fait, ils sont frustrés parce qu'ils ont travaillé pendant 1 an de français et qu'en fait, ils ne sont pas capables de produire grand-chose. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il manque de vocabulaire, il manque de maîtrise de la langue. Et le problème, c'est que la solution de facilité un peu en deuxième année, c'est de leur dire, on va refaire les mêmes choses de façon plus approfondie. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi une lassitude. Ils n'ont pas envie de recommencer, tu t'appelles comment, tu habites où, toutes ces discussions de la vie quotidienne qu'on fait en première année. Première année, ça marche très bien, mais en deuxième année, je sentais qu'ils avaient en fait envie de passer à autre chose, mais qu'ils n'étaient pas capables en fait de passer à autre chose. Et ils ont envie de communiquer en français. C'est aussi le truc que j'ai senti, c'est-à-dire que le cours, ça ne peut pas être, en tout cas dans un cours de communication, de dire, voilà, en première année, on a fait passé composé, maintenant, quelles sont les expressions qui utilisent le subjonctif ou le conditionnel, juste parce que du coup, ce serait monter de niveau. Parce que c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Moi, le sentiment que j'avais, c'est qu'ils avaient envie d'utiliser le français qu'ils avaient appris, mais qu'ils n'étaient pas capables, en vérité, de le faire.
Et qu'est-ce qui bloquait? En fait, au fur et à mesure de ces activités, je me suis rendu compte que le souci, c'est qu'ils avaient du mal à expliquer les choses, en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils se retrouvaient en situation, là c'est un exemple de dialogue que je vous fais, donc tant qu'on faisait de la discussion type vie quotidienne, ils avaient, pour la plupart en tout cas, une petite mémoire de ce qu'ils avaient fait en première année. Donc qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Voilà, je suis allé à Tokyo. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? J'ai mis un dessin de fille et j'ai pas conjugué le. Allez, je suis désolé. Je viens de me rendre compte à l'instant, c'est pas très habile de ma part. Pardon. Donc peu importe. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? J'ai mangé du obanzai par exemple. Donc là, on est sur un type de dialogue qu'en deuxième année, en A2, ils sont capables de faire. Et le problème, c'est quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est le obanzai. Et c'est là où j'ai l'impression que les étudiants en fait bloquent. Et j'ai commencé à essayer de réfléchir à pourquoi. Pourquoi c'est si compliqué pour eux d'expliquer des choses. En fait, la première raison, c'est qu'on ne leur a pas appris à le faire. Donc c'est la première chose qui m'est apparue, et ce qui est normal d'ailleurs, en première année, c'est un peu trop rapide. Comme, et c'était aussi le cas dans mes cours d'ailleurs, hein, mais quand je suis arrivé, j'ai récupéré des étudiants, mais je veux dire, j'ai pas l'impression qu'en première année, j'ai fait une révolution qui aurait fait que l'année suivante, d'un coup, les étudiants étaient parfaitement bilingues, on est bien d'accord. Mais dans mes cours aussi de première année, je me concentre beaucoup sur des choses qui sont finalement assez mécaniques. Et ils sont dans un rapport à la langue, il y a une question, j'ai une réponse en fait. Et dès que vous posez des questions plus ouvertes, où il faut être précis dans le vocabulaire, ils sont perdus. La deuxième chose, c'est le vocabulaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Il manque de vocabulaire, et notamment, il manque du vocabulaire spécifique à l'explication. Et la troisième chose, et c'est ça qui a été le cheminement un peu le plus long pour moi, c'est qu'il manque de compétences stratégiques dans la façon d'expliquer. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à expliquer les choses de façon simple. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'un problème de langue, c'était aussi une question d'approche en fait. Et notamment d'apprendre à expliquer des choses dans une langue étrangère. Accepter qu'on n'explique pas les choses de la même façon. Quand c'est une langue où on est à l'aise, on s'exprime avec des gens qui sont à l'aise dans cette langue. Et quand vous expliquez quelque chose dans une langue que vous ne maîtrisez pas bien et où votre interlocuteur aussi ne maîtrise pas bien la langue. Voilà. Et petit à petit, il y a 3 axes de réflexion qui me sont apparus. Le premier, en fait, c'est que un des problèmes, pourquoi les étudiants ont du mal à expliquer au banzai ou expliquer qu'est-ce que c'est que, je sais pas moi, le Kiyomizu-dera ou je ne sais quoi, c'est que dans les conversations de type conversation quotidienne, en fait, c'est très facile de fuir. Ce que j'appelle fuir, c'est-à-dire que si, je parle en un examen, vous dites à un étudiant « Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ?» En fait, il va vous répondre ce qu'il est capable de dire. Et pour les faire travailler, je me suis rendu compte qu'il fallait des exercices où ils ne pouvaient pas fuir. Et c'est là où il m'est apparu que le plus efficace, c'était des exercices de description. Parce que quand vous devez décrire quelque chose, c'est précis, et vous ne pouvez pas juste dire je ne sais pas, ou passer à autre chose. Donc c'est là où j'ai commencé à mettre en place dans mes cours, dans les activités que j'avais mis en place petit à petit, beaucoup d'exercices de description, et je me suis rendu compte que c'était ce qui marchait presque le mieux en fait. Donc je vais revenir dessus dans 2 minutes. La deuxième chose, c'est par rapport au vocabulaire. En fait, le problème du vocabulaire pour moi, ce n'est pas un problème de quantité de vocabulaire, c'est que dans les cours, ils sont habitués à avoir leur dictionnaire, ce qui fait qu'ils sont là aussi dans une mécanique de fuite, c'est-à-dire que quand il y a des mots qu'ils ne connaissent pas, ils se contentent de les chercher dans le dictionnaire. Et je pense que ça a un effet presque psychologique. Si vous savez que vous avez votre dictionnaire à côté de vous
et que vous devez écrire quelque chose ou dire quelque chose, au lieu de solliciter les mots que vous connaissez déjà, ils vont dire « Ah, voilà ce que je veux dire », et ils vont chercher dans le dictionnaire. Et du coup, ils sont plus dans une logique de communication, mais dans une logique de traduction de ce qu'ils aimeraient dire en japonais. Et donc, dans ces fameuses activités que j'ai mises en place, je me suis rendu compte qu'une des choses les plus importantes, c'était de leur interdire l'usage du dictionnaire pendant ces activités, pour les obliger à utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent. Alors bien sûr, il y a du vocabulaire de la leçon, ça ne veut pas dire qu'ils n'apprennent pas de nouveau vocabulaire. Ils peuvent aussi me demander des mots de façon exceptionnelle s'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas dire ou pas faire un exercice parce qu'il manque ce mot. Mais par principe, il n'y a pas de dictionnaire. Et un des effets de ça, c'est qu'en fait, eux d'eux-mêmes, lors des activités, ils vont se rendre compte qu'ils sont limités par le vocabulaire qu'ils connaissent. Dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce qu'ils connaissent comme mot. Et ça les oblige à être beaucoup plus proactifs dans leur apprentissage du vocabulaire. Alors, je fais faire des tests de vocabulaire toutes les semaines aussi pour que cette proactivité soit aussi intéressée par des notes et par des sanctions, on va dire. Mais le fait d'avoir des activités qui sont des activités plutôt ludiques et d'être dans cette logique de ne pas pouvoir utiliser le vocabulaire, je me suis rendu compte que ça changeait leur attitude en fait. Et pendant les cours notamment, ils apprenaient le vocabulaire qu'ils sollicitaient au fur et à mesure. Comme en plus ils travaillent à 4, il y en a souvent qui vont proposer des mots quand ils ont une activité à plusieurs. Et je ne sais pas comment dire. Chaque mot, c'est comme un trésor en fait d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une arme. C'est-à-dire que quand vous avez le dictionnaire, vous avez l'impression que vous avez tout un vocabulaire infini à votre disposition. Mais là, vous avez juste le vocabulaire de ces 4 personnes qui vont faire des exercices ensemble. Et le troisième axe, c'était leur enseigner des compétences stratégiques, leur apprendre à expliquer de façon simple des choses complexes. Alors, je vais commencer par l'axe 3. Je sais que ce n'est pas super logique. Mais qu'est-ce que j'appelle des compétences stratégiques? En fait, je ne suis pas du tout sûr qu'en linguistique, ce soit comme ça qu'on l'appelle. D'ailleurs, c'est peut-être, il y a des gens qui, à la fin, ont des propositions meilleures. Je suis preneur. C'est comme ça que moi, j'ai appelé ça. Donc, si on reprend à qu'est-ce que c'est le Obanzai, en fait, l'étudiant en japonais, c'est mon japonais. Hein. J'ai fait vérifier par personne, donc voilà, c'est un peu... Mais je pense que si vous posez la question en japonais à un japonais, à un étudiant, en fait, son explication en japonais, elle va être un peu alambiquée. Il va y avoir des incises, il va passer du coq à l'âne, c'est normal, hein, je veux dire, il s'exprime en japonais face à quelqu'un qui parle le japonais. Donc, il va avoir une explication assez complexe. Et le premier effort qu'ils doivent apprendre à faire, c'est la synthèse. C'est-à-dire qu'il faut enlever les incises, réorganiser le discours pour qu'il soit le mieux organisé, le plus compréhensible possible. Donc là, je vous donne un exemple. Hein. Le Obanzai est un repas particulier à la ville de Kyoto. On propose de petits plats constitués de légumes de Kyoto et d'autres produits, souvent sous forme de bento, parfois sur un plateau. Alors bien sûr, la synthèse, elle est beaucoup trop complexe. Hein. Mais idéalement, déjà, le premier mouvement, c'est d'arriver à avoir une explication qui soit la plus simple et la plus organisée possible. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que comme, en fait, ils n'ont pas le niveau pour proposer une production synthétique telle que je vous ai présentée, la deuxième chose qui est encore plus importante, finalement, c'est la simplification. Donc là, par exemple, qu'est-ce que c'est le Obanzai? C'est une spécialité de Kyoto qu'on fait avec des légumes de Kyoto. Donc, cette définition, elle est assez éloignée d'une définition juste, ou en tout cas très précise de ce qu'est le Obanzai, mais avec un vocabulaire simple, elle permet de rendre compte à l'interlocuteur de ce que c'est, et ça permet donc de pouvoir être dans un échange. On a expliqué quelque chose, on a transmis une information de façon pas idéale, mais simple. Et pour moi, c'est un point qui est très important, c'est que les étudiants doivent faire le deuil
de ce que j'appelle l'énoncé parfait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, au-delà même de la question de la compétence stratégique, je parle bien de deuil, c'est qu'en fait, il y a presque une difficulté psychologique à accepter qu'en langue étrangère, eh ben, on ne s'exprime pas au même niveau que dans sa propre langue. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui restent dans une illusion, qui vont être capables de s'exprimer en français avec la même correction qu'en japonais. Or, en fait, si vous attendez d'avoir le niveau pour pouvoir vous exprimer avec cette correction, c'est que voilà, vous avez passé 20 ans en France, très bien pour vous, mais pour la plupart des étudiants, ça n'arrivera pas. Ils ont besoin, dès la deuxième année, d'être capables de produire des choses qui ne sont pas aussi satisfaisantes peut-être que ce que eux voudraient, mais qui soient suffisantes pour qu'il y ait un échange avec ces étudiants. Donc, le deuxième axe, bon, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est donc le vocabulaire. Chaque leçon, donc dans le manuel en plus sur lequel je travaille, du coup, bon, il y a des listes de vocabulaire, mais il n'y a rien d'original là-dessus, mais je note au tableau le vocabulaire qui ressort des productions de chacun qui me semble intéressant. Et je les interroge en fait au cours d'après. Mais il y a quand même quelque chose sur lequel je mets vraiment l'accent, c'est le choix du vocabulaire qu'on apprend. Et ça, je pense aussi que c'est important. Et ça va en fait avec cette idée d'activité, c'est qu'en fait, tous les mots n'ont pas la même valeur. Il y a des mots qui sont importants de connaître à tel niveau. Et il y a des mots qui sont superflus. Donc je les incite à apprendre, par exemple, pour que vous compreniez de façon très simple, ce que j'appelle les mots de catégorie. Un meuble, un insecte. Ces mots-là, en fait, doivent être prioritisés par rapport à une araignée ou même une chaise ou une table, parce que ces mots-là sont des mots englobants qui vont vous permettre ensuite d'expliquer les autres mots. Et au-delà de ça, il y a aussi nécessité de donner la priorité au vocabulaire qui vous correspond à votre vie quotidienne. Si vous adorez le foot, savoir ce que c'est qu'un penalty, un tir au but, ça peut être intéressant. Si vous ne vous intéressez pas au foot, vous ne savez même pas que la France a gagné contre l'Angleterre hier soir, par exemple, cette information, en fait, ce vocabulaire-là, il a aucune espèce de... J'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi les profs de français n'aiment pas le foot. Mais donc, quand je note du vocabulaire au tableau, je note pas tout. Et d'ailleurs, très souvent, quand ils me demandent du vocabulaire, je leur dis mais non, c'est pas la peine. Je sais pas, ils me demandent, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais disons, je sais pas, ils me disent tiens, comment on dit même, je sais pas, un jouet ou au mot de chat ou je sais pas quoi. Je dis mais là, tu parles d'un cadeau. Dis tu as fait un cadeau, par exemple. Et j'essaye toujours de les inciter à utiliser du vocabulaire qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà appris, plutôt que d'essayer de trouver, jouer un peu un mauvais exemple, parce que jouer est un mot relativement pratique, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de choisir des mots qu'ils vont pouvoir réutiliser. Donc dans une logique active vis-à-vis de leur vocabulaire. Et donc l'axe 1, donc, j'ai un peu pris à l'arrière, mais c'est donc ce que j'appelle les activités de description. Donc l'intérêt principal, vraiment, c'est les empêcher de fuir. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Souvent, j'ai l'impression que des étudiants, c'est des anguilles, quoi. J'essaye de les attraper, ils sont là, oh non, en fait. Et bon, petit à petit... Je sais que ce n'est pas une originalité folle, et vous faites sûrement des choses équivalentes. Il y a beaucoup de manuels qui font finalement ce type de description. Mais petit à petit, j'ai essayé de concentrer les activités autour donc, de ces activités de description, d'écrire quelqu'un, d'écrire sa chambre, le contenu de son sac, d'écrire une image, une peinture, d'écrire un film. En fait, je travaille plutôt sur des publicités, mais la logique est la même. Et j'essaye de leur donner des structures simples pour pouvoir faire ces exercices. En réalité, avant, je les lâchais. C'est-à-dire que mon activité, c'est aujourd'hui, on va apprendre à écrire quelqu'un. Et j'avais pas vraiment de support. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un peu trop dur. Donc je commençais à préparer des feuilles.
Et puis maintenant, pour le manuel, j'ai encore plus travaillé pour justement préparer les étudiants au niveau du vocabulaire, au niveau des compétences aussi qui sont sollicitées pour qu'ils puissent le faire. Je vous propose, parce qu'en fait on a du temps, j'ai un peu hésité, je sais que Bruno tu vas pas être content, mais il y a une activité, je vais vous donner ça après, parce qu'il y a des exemples en fait dans le manuel et sur le cheminement, et de toute façon je vais en reparler après. Mais le problème c'est que vous parlez tous trop bien français, donc ça va très bien marcher. Est-ce que je peux... Qui parle japonais en fait? Même un petit peu. En fait, j'aurais dû poser la question inversée, excusez-moi. Qui ne parle pas, mais vraiment du tout, hein, genre même pas un mot. Ah, ben voilà, c'est quoi? C'est parfait. Non, c'est terrible. Non. Je vous propose, on va faire un exercice. C'est un des tout premiers exercices que j'ai commencé à faire avec mes étudiants. C'est un exercice de description de tableau. Donc je vais faire 4 groupes. Enfin, je vais faire des groupes de 4 plutôt. Vous savez quoi, je vais le faire comme si j'étais vraiment dans un cours. Ça fait 4, 5, 10, 14, 15, 5, 4 x 4, 16. Je vais faire 4 groupes. 4 x 4, 16. Je vais faire 4 groupes et il y aura un groupe de 3. Je crois que c'est ça. Ok. Je vais vous donner un numéro, d'accord? Et après, vous réunissez avec les gens de votre numéro. Ça va? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble et les 4 ensemble. Simplement, comme je suis persuadé que vous êtes très bon en japonais, j'aimerais que vous, en fait, éprouviez ce que c'est que d'expliquer des choses complexes dans une langue que vous ne maîtrisez pas complètement. D'accord? Donc, vous dites ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous êtes 3 contre 1, ce qui veut dire que vous pouvez vous aider. C'est une autre dynamique que moi j'aime bien dans ce genre d'exercice avec les étudiants, c'est qu'en fait, on peut s'épauler. Parfois, quelqu'un cherche un mot, il se trouve que je le connais, donc je peux le dire. L'autre chose, c'est que je pense que sur l'image, qui est le cas des étudiants, il y a plein d'éléments dont vous ne connaissez pas le nom en japonais, sauf peut-être pour les meilleurs, mais bon, voilà. Mais pour mes étudiants, bien sûr, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ce que je leur apprends, c'est à utiliser des moyens détournés. Comme il n'y a pas de dictionnaire, s'il y a un mot que vous connaissez, je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple qui n'est pas dessus, mais voilà, si vous ne connaissez pas le mot « elle » par exemple, et que vous avez un ange, eh ben, vous pouvez dire, il y a, c'est quelque chose, les oiseaux, ils ont des... Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé ensemble. Ça arrive aussi. Hein. Et au bout d'un moment, ça finit par communiquer. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Essayez. Et l'autre chose qui est importante, c'est comme vous voyez le dessin, vous pouvez tout de suite voir, c'est pour ça que j'aime bien le faire au tableau, parce que c'est encore plus visuel, mais peu importe, vous pouvez tout de suite voir si ça marche ou pas. Si ce que vous dites, est-ce que c'est compris ou pas. Ouais. Alors, comme on a affaire à un tableau, est-ce qu'on décrit physiquement ou est-ce qu'on peut évoquer un sujet pictural? Alors, tant que c'est en japonais, vous faites ce que vous voulez. Je ne pense pas avoir jamais des étudiants qui ont fait ça, hein, mais c'est souvent plus prosaïque, les positions des choses. Mais ce qui est très important, et ça aussi je le travaille avec eux pour les préparer, c'est que vous vous rendrez compte qu'il faut organiser votre description. Si vous partez dans tous les sens, c'est incompréhensible et ça demande du travail en fait. Au fur et à mesure, ils s'y habituent. Je vous laisse 10 minutes. てるんですけど、馬は後ろの足だけに立ってる。前の足は上にある。そうですよね。そうですね。その馬が立ってる状態で、その翼を持ってる、天使みたいなんですけど、天使半分が天使半分が。絵の授業じゃないか右の下にいる鳥を指す。竜か、竜みたいですけど、実はね、スタイルはね、
最初は簡単にしていいよ。スタイルはどういうスタイル？そして女の人知りたいね。3, 2, 1, stop. Normalement, donc, j'aime bien le faire au tableau. Donc, je fais des cases comme ça. Et donc, il y a tous les étudiants comme ça, par groupe, qui expliquent à la personne de leur groupe. Et ce qui est amusant à la fin, c'est qu'on peut comparer les dessins. Et je mets un cœur sur celui qui a le plus de détails. En fait. Donc, on fait une série comme ça. Donc, là, voilà, sur la première série, généralement, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, je corrige. Mais ce que je corrige, ce n'est pas toutes les productions orales. Bien sûr, il y en a beaucoup trop. Mais c'est plutôt des conseils. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je refais une explication en français et souvent, je leur montre qu'il y a du vocabulaire qu'ils ont déjà appris. Par exemple, je leur dis, vous voyez, ici, il y a un bâton. On a appris bâton ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est un bâton, un grand bâton. Ah oui, bâton. Donc, je leur dis pas, je leur fais pas une explication plus complexe en fait. Et je note du vocabulaire. Par exemple, je leur dis, bon, ça c'est bâton, voilà, avec bâton on peut comprendre, mais de façon... ça m'énerve de ne pas avoir de choses pour écrire, j'ai trop l'habitude. Je leur dis une arme, voilà, généralement ils n'ont pas appris, une arme. Et voilà, je sais que dans l'image d'après, il va y avoir des armes. Donc s'ils ont fait l'effort de le retenir, normalement, ils doivent être capables de consolider le nouveau vocabulaire. Mais il y a plein de choses, je ne vais pas leur dire, je ne sais pas, une vierge avec une couronne, ou je vais choisir du vocabulaire qui me semble utile, en fait, soit par rapport aux descriptions suivantes, soit donc de façon générale par rapport au français. Par exemple, un griffon, c'est peut-être pas nécessaire. Un dragon, parfois ils oublient par exemple que dragon, dragon c'est dragon quoi, je crois que ça vient du slave d'ailleurs, c'est ni un mot français ni un mot anglais, il me semble, dragon. Donc voilà, donc généralement, et surtout, ce qui est important, et ça se voit très bien d'ailleurs quand on fait cet exercice, c'est d'avoir de l'ordre en fait. Donc voilà, au centre, il y a. Qu'est-ce qu'il y a au centre? Qu'est-ce qu'on voit en grand en fait? Donc il y a ce que vous avez tous fait d'ailleurs, mais pour les étudiants, c'est pas toujours évident en fait. Donc il y a un homme sur un cheval, le cheval est debout. Par exemple, debout, c'est pareil, assis debout, on se rend compte que c'est des mots très importants, mais qui ne connaissent pas nécessairement en fait. Parce que dans les conversations quotidiennes, ça ne ressort pas tellement. Ça sort si vous vivez avec des Français. Assis-toi, mets-toi debout, etc. Oui, quand vous êtes... Non, mais dans votre vie, avec vos enfants, mais dans le cadre de la classe, c'est un vocabulaire qui n'est pas souvent sollicité, mais qui est très important. Par terre aussi. Je me suis rendu compte que par terre, c'est un mot extrêmement important. Pour les tableaux, dire c'est par terre, mais dans la vie quotidienne. Sauf que pareil, si vous parlez juste de votre vie quotidienne, par terre, vous n'avez pas vraiment l'occasion de l'utiliser dans la classe, dans les conversations que vous pouvez faire dans la classe. Donc, je fais une description simple en leur montrant qu'on peut réutiliser le vocabulaire. Quand il y a des groupes qui ont eu des choses intelligentes, qui arrivent souvent, il a un chapeau jaune. Je leur dis, mais c'est bien, vous avez raison. Ça, c'est un mot compliqué. Auréole, je ne vais pas vous apprendre auréole. Je veux dire, ça ne sert à rien. Par contre, un chapeau, un chapeau, pourquoi pas? Et puis, peut-être leur dire casque, par exemple. Parce que casque de moto, ça peut être utile. Donc ça, je note au tableau. L'autre chose qui est très intéressante, alors je ne veux pas que vous trompiez là-dessus, c'est que pour moi, l'exercice de description, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je voulais quand même vous faire éprouver, c'est cette idée de ne pas pouvoir fuir. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. S'il y avait même que ça, je pense que c'est vraiment des activités qui sont très efficaces, obligées à se confronter à la difficulté de la langue, en fait, et à obliger à réfléchir et à être astucieux avec la langue, avec les mots que vous connaissez, et être intelligent avec. Et ça marche plutôt bien. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant quand je fais cet exercice, donc là c'était en japonais, donc on ne s'en est pas rendu compte, c'est un et le. Et là c'est très concret, parce que ce qui arrive à chaque fois, donc comme on l'a fait en cours, il y a un cheval blanc, etc. Et 2 minutes après, un cheval est debout. Et les gens au tableau, ils ne comprennent plus en fait. Il y a un autre cheval? Non, le cheval. Ah, le cheval. Et en fait, ce type d'erreur, ce qui est intéressant par rapport à une conversation, c'est que quand vous faites une conversation de vie quotidienne, vous corrigez simplement. Vous dites non, tu t'es trompé.
Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est concret. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi dessiner. Et du coup, ils éprouvent eux-mêmes, dans leur chair, j'ai envie de dire, la différence fondamentale qu'il y a en français entre un et l'autre. Ouais. À mon avis, non, parce que si le camarade dit un cheval est au centre, comme ils font tous la même erreur, en fait, lui, il comprend que c'est le cheval. Et en fait, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous êtes en situation de dessin, vous avez besoin de savoir s'il y a un ou deux chevals. Oui, mais si le japonais, Non. l'étudiant japonais, Et alors en plus, vraiment, je parle d'expérience. C'est que le truc, c'est que comme vous avez des dessins, par exemple, où il va y avoir deux chiens, par exemple. Oui, dans la mesure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'il va forcément pas comprendre que c'est le cheval, mais ils vont se rendre compte que c'est pas clair, en fait. Et notamment parce que, quand je vous dis, pas dans ce tableau ici, mais il y a des tableaux où il y a, par exemple, beaucoup de personnes. D'accord? Donc il y a 4 femmes, 4 hommes, et ils vont dire une femme. Et une femme a une robe bleue. Une femme a une robe rouge. Et je vous jure, hein, et en fait, c'est pas forcément qu'ils vont dessiner une autre femme, c'est qu'ils vont plus savoir, en fait. Donc c'est là où moi je leur dis, faites attention. Là, justement, c'est soit la femme que vous avez décrite, et d'ailleurs, je leur donne des trucs. La femme qui est en rouge, la femme qui a un chapeau. Et donc ça, sur le premier dessin, c'est un peu, voilà, mais à partir du deuxième, petit à petit, ils commencent à enregistrer ces petits trucs. Et c'est là que vous vous rendez compte d'ailleurs qu'il y a même des expressions comme l'autre femme. Et ben, en fait, c'est du vocabulaire qui est utile, qui n'est pas souvent travaillé, encore plus, mais là on parle encore d'un autre niveau, une des femmes. C'est très spécial hein, pour les Japonais, cette notion de un des chiens, une des femmes, une des tables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une des, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, en dessinant, vous vous rendez compte que ça a une utilité en réalité, ce type de vocabulaire, pour être précis. Donc, encore une fois, ça c'est une activité de fin de semestre, et je ne les jette pas comme ça là-dedans. Hein. Je veux vraiment vous rassurer là-dedans, c'est vraiment très très progressif, parce que je me suis rendu compte justement que c'était difficile en fait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je pense que quand vous parlez une langue étrangère, vous avez besoin parfois de vous jeter à l'eau. Et c'est souvent ce qu'ils ont du mal à faire, en fait. Ils ont du mal à... ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, vous avez commencé par dire que le dessin est trop difficile. À chaque fois, les étudiants me disent la même chose. Et à chaque fois, ils y arrivent. Et là c'est pas le plus difficile. Hein, parce que je montre Crescendo, c'est pas le premier que j'utilise. Mais à la fin, le dernier tableau que je fais avec eux, c'est le tableau de Dali, avec les éléphants et les chevaux. Je sais pas si vous voyez, avec des grandes pattes. Il y a plein de détails, et ils y arrivent en fait. Ils y arrivent et en plus ils s'amusent. Parce que ça c'est l'autre chose, c'est que le dessin est amusant. Et j'aime beaucoup finir par des tableaux surréalistes, parce que comme il n'y a plus de logique, si vous n'êtes pas précis sur votre vocabulaire, ça devient n'importe quoi. Et vraiment vous seriez surpris, moi j'ai fait cette activité au tout début dans des universités qui n'étaient pas toujours très bonnes. Les étudiants en fait ils y arrivent. Alors, ils mélangent avec des gestes, etc. La grammaire de leur production n'est pas toujours nickel, mais ils arrivent à transmettre quelque chose. Et j'aime bien cette idée qu'ils arrivent à éprouver ce que c'est en fait de parler dans une langue étrangère. Parce que je pense que c'est quelque chose qui leur manque en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça exige d'un point de vue intellectuel en fait. Et si je reviens sur mon petit mononote, attendez 2 secondes, hop. Voilà, ça c'est l'exercice que je fais. Donc voilà, des activités de description, ce qui m'intéresse le plus, c'est la complexité et l'objectivité en fait. Et je pense que c'est ça qui est nécessaire, c'est qu'une conversation quotidienne, vous êtes toujours dans cette mécanique de fuite. Et pour moi, la conversation, ce que j'essaye de leur apprendre, c'est d'utiliser les mots qu'on connaît pour arriver à transmettre quelque chose. Et en fait, c'est comme un jeu. C'est ludique, c'est amusant, ça demande de réfléchir. Et ça demande aussi des compétences. C'est pour ça que j'ai essayé petit à petit d'affiner les activités que je propose pour aider les étudiants à acquérir ces compétences, en fait, où ils seront capables d'utiliser la langue de façon ludique pour exprimer des choses qui sont en réalité complexes, mais avec des mots simples. Voilà, transmettre un message avec les limites du vocabulaire, de la syntaxe qu'on connaît, blablabla. Ok, très bien. Et donc,
ce que j'ai essayé de mettre en place, donc ça c'est la leçon que... En fait, vous savez quoi, je vais vous donner ça, je suis désolé, c'est un peu... Au début, je voulais imprimer, puis j'ai pas pu, mais il se trouve qu'il y a 2 leçons qui ne sont pas les leçons que... C'est un peu dommage, c'est pas la leçon que je vous ai fait faire, mais qui sont dedans. Donc, ouais, allez-y si vous voulez. Faites passer. Donc c'est là où c'est bleu, quoi. Donc je vais parler maintenant. Donc là on est à la leçon 3. Donc on est pas tout à fait au début. Les 2 premières leçons, c'est des révisions de première année et donc se présenter, etc. Des choses un peu plus classiques. Mais dès la 3e leçon, la leçon pivot, la leçon qui va lancer en fait cette logique de description, c'est d'apprendre à expliquer des mots qu'on ne connaît pas. Dans cette logique de ne pas utiliser de dictionnaire. En fait, pour moi, en première année, c'est monsieur, comment on dit denwa en français, on dit téléphone. Et en 2e année, il faut expliquer. Comment on dit un objet, on appelle un téléphone? Ah oui, c'est ça, un téléphone. Moi, c'est ce que j'attends des étudiants, c'est qu'ils soient plus dans une logique de traduction, qu'ils soient capables de me demander, pas me demander un mot en français, mais de m'expliquer le mot qu'ils cherchent et de s'expliquer entre eux. Comme il n'y a pas de dictionnaire, ils sont obligés. Quand ça arrive souvent, il y a des étudiants qui connaissent certains mots et ils parlent avec des étudiants qui ne le connaissent pas, et ben il faut l'expliquer, sans le traduire. Et donc cette leçon, c'est une leçon qui va apprendre, préparer les étudiants à cet exercice. Donc ici, vous voyez, ce sont ce que j'appelle les mots de catégorie, d'accord, qui vont vous permettre d'expliquer la plupart des choses, des objets qui vous entourent. Et la structure grammaticale, c'est avec les pronoms relatifs. Donc l'exemple type, par exemple, un kangourou, vous voyez sur l'activité 2, excusez-moi, ici sur la droite, vous voyez, tout bêtement là. Qu'est-ce que c'est qu'un kangourou? C'est un animal australien qui saute très loin. Donc ça, c'est le genre d'explication que j'attends d'eux, c'est-à-dire je veux pas qu'ils me fassent c'est un mammifère, enfin c'est un marsupial, je sais pas comment on dit, peu importe, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils ont envie de dire kangourou, ils ne savent pas comment on dit en français, il faut qu'ils puissent l'expliquer de façon simple et rapide. Donc ça, c'est le modèle, et c'est ce que vous retrouvez ici, en fait, c'est qu'on leur donne les mots de catégorie et les structures grammaticales pour expliquer. Donc grosso modo, un nom, un adjectif, le pronom relatif et une caractéristique de cet objet ou de cette chose. D'accord? Et une fois qu'on a vu un petit peu ensemble le vocabulaire, l'exercice que je vais leur faire faire, c'est celui qui est ici. Donc je vais leur mettre par groupe, par cas. Je ne vais pas vous le faire faire parce qu'en fait, c'est trop simple au niveau où vous êtes. Mais pour le niveau A2, c'est pas si simple que ça. Je vais leur demander sans dictionnaire. Vous voyez sur le manuel, là, il y a un dictionnaire barré. Donc je distingue dans celles où on autorise le dictionnaire. Parce que ça arrive, parfois il y a des choses où il y a besoin. Et celles où on interdit le dictionnaire. Donc là, c'est interdit le dictionnaire. Par groupe, ils doivent expliquer qu'est-ce que c'est des sandales, des guettas, un umeboshi, un tanuki, un kotatsu, un sento. Et à la fin, c'est le prof qui... voilà, c'est juste une proposition possible du prof. Et l'exercice, c'est qu'ils vont réfléchir ensemble. Donc, parce que, en fait, tout seul, honnêtement, j'ai fait ce cours plein de fois, c'est pas si simple que ça. Vraiment, quand ils arrivent en début de 2e année, en fait, c'est assez difficile. C'est pour ça que je leur fais faire par groupe, parce qu'ils peuvent réfléchir ensemble. Et ensuite, je demande à chaque groupe de me dire ce qu'ils ont choisi, par exemple pour sandales, et j'écris au tableau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de fautes qui vont arriver. Il y a plein d'utilisations étranges, mais il y a aussi beaucoup de choses très astucieuses. Par exemple, les sandales, ben souvent ils connaissent été. Donc ils vont dire en été. Alors ils vont souvent pas dire en été, ils vont dire on utilise l'été. Donc là par contre je peux corriger. Mais j'écris au tableau et on corrige ensemble. Parfois ils connaissent pas été, ils vont dire quand il fait chaud. Et franchement, je suis souvent surpris par les ressources des étudiants en fait, d'être capables, quand on les met dans une position comme ça, d'aller solliciter des mots qu'ils ont entendus dans un autre cours, qu'ils ont appris il y a longtemps, et d'avoir des stratégies assez astucieuses. Sur Kotatsu, j'ai souvent, c'est une table pour manger des mandarines, par exemple. Alors, j'en profite parce que c'est intéressant de dire aussi qu'on utilise, je sais pas, en hiver, avec une couverture, parfois il y a du vocabulaire qui est utile, mais
à chaque fois j'écris et je les félicite. Je dis mais ouais, c'est super. Là au moins on comprend. Alors, on comprend si on est japonais, si on est français c'est plus compliqué, mais sur cette idée il s'agit de transmettre une information, il ne s'agit pas de faire une explication de dictionnaire en fait. Qu'ils aient une approche ludique en fait. Et donc en fait on travaille comme ça, ça prend un cours. En fait c'est assez long si vous faites sérieusement corriger au tableau, etc. Et l'autre chose qui m'est apparue importante en fait dans ce type de leçon, alors ça m'est venu en travaillant sur le manuel, c'est pour ça que je suis content d'en faire un manuel, parce que c'est des cours que je faisais depuis longtemps, c'était devenu un peu mécanique, ça marchait bien. Mais comme c'est un manuel, je me suis obligé à réfléchir à d'autres choses. Donc j'ai rajouté des exercices d'écoute par exemple sur les thématiques qui sont faibles, ça c'est relativement classique. Mais il y a une autre chose qui me semble très très importante, c'est apprendre aux étudiants à tenir une conversation en français. Alors ça aussi c'est un cheminement intellectuel qui s'est fait même pas mal. Ça fait longtemps que j'avais réalisé qu'ils avaient des problèmes pour parler, pour converser, pour tenir une conversation en français. Et je donnais des conseils de pragmatique dans mes cours et je me suis rendu compte que c'était intéressant de les mettre dans un manuel. Donc là, par exemple, là, le conseil, il est très simple. Il repose sur ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le fait d'expliquer un mot quand vous êtes dans une conversation. Donc en fait, la BD explique cette situation. Donc quand vous parlez avec un Français et que vous êtes dans une situation où il y a un mot que vous voulez utiliser mais vous ne le connaissez pas, il faut lui expliquer. Et c'est pas dans cette leçon, mais dans une leçon plus tard, en fait, dans chaque leçon, je fais des petits conseils de pragmatique. Et ce que je leur dis, et ça j'y crois vraiment, c'est qu'en fait, cet exercice où on va définir des mots avec des Français, par exemple, voilà, vous cherchez un mot, n'importe lequel, voilà, gourde, vous ne savez pas, et vous dites un objet pour boire une bouteille d'eau, non, quelque chose qu'on prend, une gourde. Cet exercice de conversation, c'est pas seulement que ça vous fait progresser en tant qu'apprenant, c'est que ça vous permet d'avoir une conversation avec des Français. En fait, c'est amusant pour les natifs d'avoir des conversations avec des gens qui ont un rapport ludique à la langue. Et petit à petit, je me rends compte qu'il faut leur donner des trucs, pas seulement pour savoir bien parler français, mais pour savoir parler avec des Français, et notamment en tant qu'étrangers. Je leur dis souvent que le fait qu'ils soient mauvais en français, c'est une arme pour, au contraire, attirer l'attention. Si vous êtes en échange ou vous êtes au Japon, vous rencontrez un Français, si le Français il sent que vous donnez toute l'énergie possible pour essayer d'expliquer les mots, eh ben, bon, sauf si c'est un Français très désagréable, mais on sait que ça n'existe pas, il sera content et on sera dans l'échange. Et je leur explique qu'il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, je suis mauvais, je ne peux pas parler », au contraire. C'est quelque chose qu'ils doivent... En fait, ils doivent utiliser leur faiblesse dans quelque chose qui est proche de la séduction, mais qui est important dans une conversation. Parce que si on veut qu'ils soient dans une conversation réelle, il faut qu'ils apprennent aussi à converser, enfin, à trouver des Français qui acceptent de parler avec eux d'une certaine façon. Et pour ça, il faut que la conversation soit intéressante. Et donc ça, c'est dans la deuxième logique. Je vais passer un petit peu... Ah, remarquez. Ouais, bear with me, comme on dit en anglais, mais en fait, il y a quelque chose qui me semble... voilà, c'est bourdieusien au possible, mais c'est juste pour la réflexion. C'est par rapport à ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, le langage, c'est ce que Bourdieu appelle un rendement informatif, c'est-à-dire que vous transmettez une information. Dans les exercices qu'on a fait là, de dessin, ou l'exercice là d'explication de mots, on est vraiment dans une logique de rendement informatif. Mais je me rends compte, au fur et à mesure que je travaille avec mes étudiants, qu'il y a une autre dimension du langage qu'en fait il faut traiter avec eux, qui est celui du marché économique de la langue. Alors, chez Bourdieu, ça a tout un sens du fait que les classes aisées ont une maîtrise de la langue qui leur permet d'avoir des avantages économiques. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que parler avec des gens, c'est pas juste transmettre des informations, c'est un échange. Et pour que cet échange soit profitable, pour que vous donniez une bonne image, pour que les gens aient envie de vous revoir, qu'ils aient envie de vous parler, il faut que vous parliez de façon intéressante. Et
Et en fait, dans les leçons, je vais leur apprendre, petit à petit, à rendre leur conversation intéressante. Et donc, pour ça, vous avez un autre type de leçon. En fait, ça, c'est une leçon de compétences. Donc ça, c'est pour les compétences stratégiques, ce que je vous ai dit, la description, etc., etc. Et pour chaque leçon, en fait, après, vous voyez en vert, vous avez des leçons de conversation. Et ces leçons de conversation vont réutiliser, en fait, les compétences qui ont été acquises. Par exemple, dans la compétence précédente, on a appris à expliquer un mot. Ben, un des intérêts principaux de ça, c'est de parler du Japon. Donc, vous êtes japonais. En France, on va vous poser des questions sur le Japon. Si on vous demande qu'est-ce que c'est du udon, qu'est-ce que c'est un bento, et que vous n'êtes pas capable de répondre, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est l'occasion d'avoir une conversation avec des gens qui vont s'intéresser à vous, qui veulent savoir des choses sur le Japon. En tant que japonais, finalement, votre avantage numéro 1, compétitif par rapport aux autres dans la conversation, c'est de pouvoir parler du Japon. Et donc, et je leur dis toujours d'ailleurs, ne dites pas je ne sais pas. Parce que ça aussi, je leur dis... donc, je vais revenir un peu là-dessus, mais je vais vous parler juste... Vous voyez ici, là, conseils pour mieux converser. Donc, sur chaque leçon, il y en a. Et ce sont des petits conseils de pragmatique. Donc là, ils sont en train d'expliquer exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes japonais et que vous ne connaissez pas la différence entre des udon et des soba, ben c'est dommage. Parce qu'en France, on va vous poser des questions. Moi, je leur dis souvent, quand je suis arrivé en France, je ne connaissais pas grand-chose au vin. À force qu'on me pose des questions et qu'on me dise « Ah, t'es français, tu devrais savoir », je me suis dit « Bon, bah, je vais quand même essayer de me renseigner un petit peu pour savoir au moins la différence entre le vin rouge et le vin blanc. » Apparemment, c'est la peau. Voilà, peu importe. Mais vous voyez, il y a des attentes aussi culturelles des gens. Et donc là c'est un petit exemple, enfin c'est pas un exemple, dans chaque leçon en fait, il y a des conseils pour mieux converser comme ça, qui sont en fait des conseils de stratégie de conversation en fait, si vous voulez, pour que les gens aient envie de discuter avec vous. Et j'en ai plein, mais il y en a un autre qui me vient qui est très intéressant, je pense, c'est ah, tu es japonaise, qu'est-ce que tu aimes comme manga? J'aime pas les mangas. Et ça, je leur dis à chaque fois, c'est dommage. Je comprends que peut-être vous n'aimez pas vraiment les mangas. Vous avez en face de vous quelqu'un qui s'y intéresse. Même si vous connaissez que 2-3 mangas, vous avez forcément vu des choses. Profitez-en pour en parler avec lui. Si vous dites je connais pas, la discussion est finie. Là, vous avez l'occasion, quelqu'un qui pourrait s'intéresser à vous, à ce que vous dites. Ben, dites ah ben j'aime bien, et essayez de trouver au moins une chose. Et tous ces conseils-là, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait, c'était très très important. Et pas que pour ceux qui partent en échange. Alors, pour ceux qui partent en échange, c'est encore plus important. Mais même, voilà, moi j'ai souvent des étudiants français qui viennent dans les cours. Et souvent, il y a des interactions qui sont mal exploitées, en fait, parce qu'ils n'ont pas... c'est même pas seulement les codes culturels français, en fait. C'est qu'ils sont pas... Ils sont pas assez dans la logique de « je suis pas un Français, je suis japonais ». Comment je peux transformer ça en avantage, en fait. En avantage dans ce que notre ami Bourdieu appelle voilà, le marché symbolique. Donc, voilà, donc sur les leçons de conversation, donc là, pour revenir, l'idée c'est que donc tu es d'où? Donc là, c'est les faire parler de leur région. C'est une conversation très classique, hein. Je n'ai pas idée que ce soit particulièrement original. Qu'est-ce qu'il y a à visiter? Et qu'est-ce qu'il y a comme spécialité culinaire? Donc ça, c'est les deux thèmes. Mais pour chaque thème, ce qui est un peu différent et ce qui repose sur la leçon précédente, c'est qu'ils doivent expliquer qu'est-ce que c'est. Donc s'ils disent, moi je prends l'exemple de Lyon parce que je suis lyonnais dans le manuel, mais voilà, j'habite à Kyoto, il y a les yatsuhashi par exemple en spécialité culinaire, qui soient capables de l'expliquer. Donc ils ont un modèle si vous voulez, puis on a travaillé à la leçon d'avant, et quand ils écrivent leurs réponses, j'essaye de mettre en avant le fait qu'ils essayent de trouver des choses, enfin qu'ils expliquent en fait, qu'ils soient capables d'expliquer les différentes choses. Et il y a une autre petite subtilité, ça aussi c'est quelque chose que j'ai mis peu à peu en classe dans mes cours, c'est que, donc ils préparent les conversations, en fait grosso modo, on voit le vocabulaire, le modèle, on voit la grammaire, etc., le vocabulaire ici. On fait une première activité de préparation, donc là par exemple, vous voyez, qu'est-ce que c'est le himejijo, okonomiyaki, Tokyo banana, bento.
Donc l'idée, c'est de les préparer pour l'explication des choses qu'ils vont présenter, qu'ils aient des modèles, voilà, qu'ils soient préparés, on le fait ensemble, on le fait par groupe et je corrige. Et ensuite, ils préparent leurs réponses. Et ça, il y a une autre chose qui peut paraître paradoxale avec ce que je viens de dire, mais qui en fait, à mon avis, est très importante. C'est que je vais leur demander ensuite d'utiliser les notes qu'ils ont prises ici pour faire une conversation à 4 en français. Et pour que cette conversation fonctionne, il faut qu'ils évitent des choses trop banales. Parce que là, ils ne vont pas parler avec des Français, ils vont parler avec des Japonais. Et je veux que quand ils fassent exercice de conversation, ce ne soit pas une simulation de conversation avec des Français, mais qu'ils parlent avec des Japonais. Et donc, je leur dis, essayez de trouver des choses un peu rares. Vous êtes de Kyoto, les Yatsuhashi, Tokyo Banana, en plus Tokyo Banana c'est dégueulasse, tout le monde le sait. Il y a sûrement des choses que vous connaissez, peut-être juste un magasin qui n'est pas trop loin de chez vous, qui fait une spécialité, vous trouvez ça bon, et bien parlez de ça. Parce que là, ça va intéresser les autres, pour éviter que ça devienne trop artificiel. Et l'autre chose, c'est qu'on donne des questions complémentaires sur des leçons. Après, il y a même des commentaires, en fait. C'est bien, ça a l'air bon, etc. Pour leur apprendre, lorsqu'ils font la conversation, à ce que ce ne soit pas chacun lise ce qu'il a écrit, mais qu'il y ait une véritable conversation. Donc, je suis de Kyoto. Ah bon, moi aussi. Est-ce que tu connais? Et que j'aime bien que les conversations arrivent à dériver. Alors, au début, c'est un peu difficile. Mais à force d'avoir ces conversations, ces questions complémentaires et de le faire, donc un cours sur deux, parce qu'il y a un cours compétences, un cours où on fait ces conversations, et ben à la fin de l'année, ils sont capables de discuter entre eux. Moi, je suis vraiment impressionné par la vivacité en fait de leur conversation. Et je sais même plus jusqu'à quelle heure c'est. 1h20 ? C'est ça ? Je vais juste finir sur un truc et puis après on pourra échanger. Je vais pas trop vous embêter. Donc là derrière, vous voyez, dans parler, en fait, ils doivent prendre des notes sur ce qu'ont dit les autres. C'est un peu pour les inciter à... Voilà, bon, ça c'est... S'il y a une trace écrite, c'est un peu mieux. Il y a un autre truc auquel je tiens beaucoup, donc je voulais vous en parler. C'est qu'il y a un dialogue à la fin. Donc il y a un dialogue toutes les 2 leçons, pas toutes les leçons. Sur les leçons de compétences, le dialogue c'est de l'écoute. Mais ce dialogue final, en fait, c'est le même thème que celui qu'ils ont travaillé, mais dans un français beaucoup plus court. L'idée, c'est que le français ici, c'est le modèle, c'est ce qu'eux, ils doivent être capables de reproduire, et ça, c'est le français qu'ils sont susceptibles de rencontrer. Là, c'est les premières leçons, mais vers la fin de l'année, j'ai une leçon spéciale sur le français familier, où là, j'ai véritablement un dialogue à vitesse réelle de français familier. C'est-à-dire petit à petit, je veux qu'ils arrivent à distinguer le français qu'ils doivent apprendre pour eux produire des choses, de celui qu'ils doivent être capables de comprendre petit à petit et qui va être utilisé par des Français. Donc si vous regardez la conversation, par exemple, dis donc Paul. Dis donc, je ne vais pas leur mettre dans le modèle, parce que c'est un peu trop difficile. Par contre, les Français, eux, c'est comme ça qu'ils vont interpeller quelqu'un. La même façon, regardez, après Paul, il y a Amina qui dit « Je ne suis jamais allée à Lyon, c'est une belle ville ». Donc quand on fait le dialogue, j'attire leur attention là-dessus. Elle ne demande pas « Est-ce que c'est comment est Lyon, qu'est-ce que c'est Lyon, etc. » Elle demande « C'est une belle ville ». Question indirecte, mais l'autre comprend très bien ce qu'elle veut dire. Elle lui demande de parler de Lyon, en fait. Donc ce sont ces questions implicites qui sont dans la conversation. Mais je ne vais pas leur apprendre ici, parce que eux, moi, je ne veux pas qu'ils les utilisent, c'est trop dur encore. Mais il faut qu'ils soient capables, petit à petit, d'identifier, en fait, la différence entre le français qu'eux utilisent et celui qui va être utilisé par les natifs, et qui s'en inspirent, mais petit à petit. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a d'autres exemples, mais si vous regardez... Et ce que j'aime bien, c'est pas toujours possible, mais en fait, c'est exactement les mêmes histoires. On parle du théâtre gallo-romain, on parle des pramines roses, etc. C'est les mêmes choses. C'est juste que là, c'est dans une conversation dynamique entre 2 Français, relativement réaliste, et le premier, ce sont des modèles. Donc, l'idée du manuel, mais donc de mes cours, je ne suis pas là pour... c'est petit à petit, donc en alternant ces leçons de compétences stratégiques avec ces leçons de conversation, où je leur apprends en fait à converser, non pas seulement à parler, mais à converser en français, on pourrait dire, c'est qu'ils progressent
dans leur production écrite et orale, parce qu'en fait, il y a pas mal d'écrits, comme vous pouvez le voir, et qu'ils apprennent à écrire de façon simple et à s'exprimer de façon simple. Et bon, ça, c'est sur le moi dans ma langue maternelle et le moi en langue étrangère. J'essaye d'attirer leur attention sur le fait qu'on n'est pas le même dans sa langue maternelle, dans une langue étrangère. Dans une langue étrangère, on a des capacités linguistiques qui sont beaucoup plus faibles. Mais ça, il faut apprendre à l'utiliser comme un atout. Et aussi, je pense, apprendre à se dire que c'est amusant. C'est toujours ce que je leur dis. Ne pas se dire « Ah là là, en français, je suis un idiot ». Non, en français, c'est amusant. Parler en japonais, c'est ennuyeux. C'est toujours la même chose pour eux. Vous savez dire plein de choses. Mais en français, vous êtes obligé d'utiliser votre tête quand vous parlez. Vous êtes obligé de réfléchir. Quelle stratégie je vais utiliser pour me faire comprendre. Et je voulais juste... Ouais, voilà. Pour finir... Alors, je sais, ça fait vraiment diamant de base et c'est pas super de ma part, mais je voulais quand même juste vous montrer parce que j'ai fait un examen la semaine dernière, donc c'est la fin de la deuxième année, hein, donc voilà, c'est pas des débutants. Et j'ai repris des thèmes qu'on avait vus. Donc là, il y avait un thème qui devait présenter une fête japonaise et personne n'avait présenté Tanabata. Donc à l'examen, sans leur dire, je leur ai dit présenter la fête de Tanabata parmi d'autres exercices. Hein. C'est le numéro 2, il y a d'autres exercices. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'ils ont écrit. Alors ça, c'est une excellente étudiante. Il y a juste une faute sur ce voir. Mais surtout, ce que j'apprécie au-delà du français, c'est l'organisation de ce qu'elle dit. On sent que c'est détaillé, que c'est bien organisé. Et surtout, je vais montrer ça parce que ça, c'est une étudiante. C'est pas une mauvaise étudiante, c'est une étudiante moyenne, si vous voulez. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit. La fête de Tanabata a lieu le 7 juillet au Japon. Je ne sais pas l'origine de la fête, mais les enfants écrivent leurs rêves sur des papiers. Et on dit que Hikoboshi et Horihime se voient dans le ciel. Le 7 juillet est le seul jour où ils peuvent se voir. Sans dictionnaire, hein, je veux dire, sans être préparé. Et je pense que en fait, dans la façon dont je travaille dans le manuel, en fait, on revoit constamment les choses importantes, c'est-à-dire les teikanshi, j'ai trop l'habitude de dire en japonais, les articles, les expressions comme on dit que, etc., qu'ils ont tellement l'habitude d'écrire tout le temps, de les utiliser à l'oral, en fait, ça finit par ressortir. Alors, je ne vais pas vous cacher, en deuxième année à Sofia, ils ont beaucoup de cours de français. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est que grâce à ce que je fais avec eux, etc. Ils ont d'autres cours, etc. Mais je vois, parce que je peux comparer avec les années précédentes, depuis que j'ai mis en place, en fait, je teste le manuel en même temps avec eux, en même temps que je l'écris, pour dire les choses de façon très simple. Ce que j'apprécie, c'est que je trouve que leur production se sont simplifiées de façon... Souvent, avant, il y avait des phrases alambiquées avec des expressions bizarres, on ne comprenait rien, même chez les bons étudiants. Et je trouve que c'est beaucoup plus net. Des phrases simples, voilà, une information, ensuite une autre information. Et je suis content parce que je trouve que le message est en train de passer. Donc, voilà. Je suis désolé, j'étais un poil longuet. Si jamais, notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... comment vous affrontez les deuxièmes années. Est-ce que tu peux dire comment ça se passait dans les autres universités où tu utilisais cette approche? Parce que Sofia, c'est vrai que c'est quand même une très bonne université. J'ai mis ça en place dans des universités qui n'étaient pas des universités de, je ne vais pas donner de nom, mais qui n'étaient pas de très bon niveau. En fait, je pense que l'important, c'est que, vous voyez bien sur l'exercice des images, c'est un exercice que vous pouvez faire quasiment de A1 jusqu'à C2 en fait. Et simplement selon votre public, le vocabulaire qui va en ressortir, le type de progrès qu'ils vont faire est différent. Moi je veux dire, quand je le faisais dans des mauvaises universités, mais même pas mauvais, mais disons que ce n'était pas des spécialistes, etc. C'est pas un problème des niveaux d'université. Déjà, si je leur apprenais à mélanger avec des gestes par exemple. Dire un grand, bâton, ils ne connaissaient pas, un grand. Et donc, finalement, je pense que des activités de description et de conversation, à mon avis, elles ont un intérêt, quel que soit le niveau des étudiants. Et d'ailleurs, j'ai à l'inverse aussi utilisé avec des étudiants bien meilleurs, et en fait, je me rends compte qu'ils ont appris beaucoup de choses.
J'ai bien aimé le fait d'écrire une image, comment après finalement c'est exploité pour expliquer quelque chose. C'est bien comme point de départ, je trouve. Je suis d'accord. Comment t'exploites le dialogue de la fin là, en fait, j'ai pas bien compris. Ben, à la fin du cours, c'est pour ça qu'il est à la fin, je leur fais écouter. Alors, ils ont sous les yeux et on lit le dialogue ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que le dialogue est relativement complexe, mais comme on a travaillé le thème avant, qu'ils ont vu les structures de base, ils peuvent juste voir la différence entre comment le disent les natifs. Et donc en lisant, j'attire leur attention, comme je vous ai dit par exemple, à Lyon est une belle ville, regardez pour. C'est intéressant la façon dont ils posent la question. Il ne va pas dire qu'est-ce que c'est Lyon, comme on a appris, qu'est-ce qu'il y a comme monument. On ne pose pas ce genre de questions en réalité. Donc j'attire aussi leur attention sur le fait que finalement des phrases modèles qu'on a faites ensemble étaient un peu mécaniques, que c'était dans un but pédagogique, et que dans une conversation réelle, ça prendra une autre forme. Ils n'ont pas de production à faire à partir de ça. Non. Ça, c'est vraiment de la compréhension. Dans un autre atelier, il y avait à côté de moi un étudiant japonais. C'était l'atelier de Albéric. Ouais. Et donc, Avec les doigts. Ouais, Ouais. il faisait compter J'étais là aussi. les mots sur Ouais. les doigts. Et la réaction de l'étudiant à côté, après il m'a dit oui, mais c'est pour les enfants, son public, c'est des vrai. étudiants. Et moi, je lui ai dit quelque chose que je pense vraiment, c'est que quand on apprend une langue étrangère, on est un enfant, on apprend à parler. Et C'est donc vrai. je lui ai dit ça, et il m'a dit ah bon. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants japonais qui sont réfractaires à des choses trop enfantines. Ils sont à l'université, c'est des étudiants. Et moi, mon impression personnelle, c'est qu'en fait, quand vous proposez des choses trop simples aux étudiants, en fait, ça les ennuie et ils n'ont pas envie de le faire. C'est pour ça qu'en deuxième année, je pense que les exercices mécaniques, à mon avis, ça fonctionne plus. Alors que quand vous êtes un tout petit peu plus exigeant en leur demandant d'essayer de produire des choses qui seront à eux, c'est pas toujours parfait, hein, je veux pas vous dire que... Mais j'ai l'impression qu'en fait, même les mauvais élèves, en tout cas moi c'est ce que je vois dans mes cours, ou même quand... les mauvais élèves, c'est ceux qui vont pas apprendre, qui vont pas réviser, qui vont pas chercher à apprendre le vocabulaire en dehors des cours. En fait, ils progressent parce qu'ils s'amusent. Je dirais que c'est même surtout ceux-là qui progressent le plus. Parce que c'est là ludique. qu'on arrive à accrocher en fait. Parce que c'est pas ennuyeux justement. Et donc on éclate et puis on met le défi, c'est pas simplement scolaire. C'est pour ça que la moi, variété est j'ai eu importante cette expérience aussi. d'avoir dû gérer, soi-disant, un groupe qui était classé dans les mauvais. Et en fait, ouais, il y en avait beaucoup, c'est souvent des garçons d'ailleurs, et ils s'ennuyaient en fait. Ouais. Si ça et fait à la appel fin, à leur débrouillardise. moi j'ai fini les 6 mois où là, j'avais fait qu'une demi-année, mais où vraiment le pire du pire, en fait, il venait vers moi et c'est lui qui était, parce qu'il voulait faire un truc en groupe, etc. Qui venait me poser des questions, madame, et tout ça. Voilà. Mais le pire, c'est les passifs, les timides. C'est pour ça que c'est important de leur dire, enfin, d'être tous les actif. conseils que je donne dans chaque leçon, petit à petit, c'est pour leur apprendre à dépasser en fait ça. Et ça a des effets. Je ne vais pas vous dire que d'un coup tout le monde se met à devenir dissert ou quoi que ce soit, mais je traite dans des points de pragmatique en fait, justement cette question. Et c'est pour ça aussi pour moi que c'est important qu'il y ait compétences, conversation, compétences, compétences. Je pense que s'il n'y avait que des conversations toute l'année, ça deviendrait trop répétitif. S'il n'y avait que des activités de compétences, ce que j'ai fait un temps, c'est ludique, mais le problème c'est que s'ils n'arrivent pas à l'exprimer dans une conversation, il y a un moment où ils s'éloignent un peu trop de la langue, et je pense que l'alternance en fait c'est... Est-ce que tu leur as fait au début de l'année un petit topo justement sur le... un peu comme tu nous as fait là, c'est-à-dire dans quel but tu leur... En fait, je le fais au fur et à mesure. Moi, j'aime bien faire les choses après, avec les étudiants, comme la conversation. C'est-à-dire que je traite de ces questions-là avec eux. Je parle de pragmatique avec eux, mais c'est distillé au fur et à mesure des leçons. Parce que si je leur dis ça dès le début, je pense que c'est trop abstrait, en fait. Mais quand ils font les exercices, ils se rendent compte d'eux-mêmes, en fait. Tu vois, donc, par exemple, sur l'exercice de la description, par exemple, même sur rendre sa conversation intéressante, il y avait une des conversations, c'était sur un objet qui devait rapporter de la maison. Il devait en parler, d'accord? C'était suite à une autre leçon.
Et je leur ai dit, vous savez, cet objet, c'est pas forcément une relique de votre grand-mère qu'elle vous a donnée sur son lit de mort. Ça peut être une gomme que vous aimez bien parce qu'elle est mignonne. En fait, c'est pas important. Pour rendre votre conversation intéressante, il suffit que vous en parliez. Parce que souvent, ils ont dans l'idée qu'ils sont pas intéressants. Et que du coup, quand ils font l'exercice par 4, il y en a toujours qui disent « Ah, mais moi, j'ai rien à dire. » Et en fait, je leur dis « Mais si, même ça peut être un petit truc. T'aimes, je sais pas, Kimetsu no Yaiba ou n'importe quel manga, tu présentes un objet du truc, ben parle du manga. C'est intéressant, toi tu l'aimes bien. » Et en fait, je me rends compte que de leur dire ça, en fait, ça les rassure beaucoup. Et qu'après, ils sont plus capables d'être plus fluides en fait dans leur conversation et en fait avoir le courage de s'exprimer parce que souvent ils manquent je trouve de courage et parfois c'est désespérant vraiment ils se trouvent pas intéressants et je leur dis mais si c'est intéressant. C'est-à-dire 2 secondes, c'est-à-dire parler de choses personnelles, enfin je veux dire a priori ils sont pas forcément venus là pour ça non plus. Mais du coup ils sont pas obligés parce qu'ils choisissent l'objet, c'est ce que je leur dis aussi. Mais, ça peut être n'importe quoi. Je comprends un peu Bien aussi sûr. leur façon de réagir parce qu'il y en a vraiment, d'abord ils n'aiment pas les échanges. Oui, mais le problème, il y a pas mal de timides. bien sûr, mais ça aussi, et d'ailleurs je le traite dans un autre point, c'est qu'il y a un moment, si vous voulez parler avec des Français, il va falloir accepter de parler un petit peu de soi. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir ce que vous dites et ce que vous dites pas. J'en parle même parce qu'il y a une leçon sur les films, voilà, sur la musique que vous aimez. Et je leur dis, quand vous choisissez, quand vous parlez d'un film que vous aimez, il faut que vous soyez capable de dire votre avis dessus. Parce qu'en France, on attend ça. On aime que les gens donnent son avis. Donner son avis, ça ne veut pas dire forcément faire une analyse philosophique du film. De dire, ah, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il y a une scène d'action qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais petit. Super. Et il faut donner un peu de soi quand même quand vous faites une conversation. Mais je leur apprends petit à petit. Il faut un peu briser la carapace parfois, vous avez raison. Mais sur les objets, je leur dis, vous choisissez l'objet, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre un manuel de français parce que vous aimez bien ce manuel de français. Parce que pour certains, n'importe quoi va tout de suite, selon eux, toucher à la vie privée. Par exemple, j'ai dit, quelle est votre actrice préférée? Il y a un étudiant qui n'a pas voulu le dire. Ça m'étonne pas. Mais c'est pour ça qu'il faut le traiter en cours. Je pense que on ne peut pas, je pense, renoncer. On ne peut pas renoncer à faire ça en cours. Par contre, ce qu'on peut faire, à mon avis, c'est justement distiller des conseils pour les préparer psychologiquement à accepter de faire ça. Oui, je voulais savoir, vous avez évoqué l'individualisation du vocabulaire. Ouais. Est-ce que ça peut aller jusqu'à leur demander de créer leur propre glossaire? Alors, je leur demande de le faire et au début, je pensais que je ferais que ça. T'as besoin du câble? Je vais voir. Ok, mais je viens après. D'accord, entendu. Enfin, non, j'arrive. Oui, et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait qu'à moitié dans le sens où il y avait certains élèves qui le faisaient et d'autres qui ne le faisaient pas. Et en fait, c'est pour ça que je fais en parallèle un vocabulaire de classe où c'est moi qui choisis les mots dont je sais qu'ils vont être utiles pour eux. Donc je sélectionne. Parfois, j'écris des mots au tableau, je leur dis ça, vous n'êtes pas obligé de. Enfin, ne retenez pas en fait. Je leur dis même carrément. Je l'écris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, etc. Mais j'essaye de sélectionner pour eux des mots qui vont leur être utiles, qu'ils vont pouvoir réutiliser dans ce genre de choses, par exemple. Par exemple, avoir lieu, c'est important. A été organisé, par exemple, peut-être c'est un peu tôt, parce qu'avoir lieu, c'est plus large. Donc j'essaie de leur donner un sens des priorités, et en grammaire aussi, d'ailleurs, c'est pas que le vocabulaire. Ça va? Merci beaucoup de votre attention.